Bonjour mes amis, alors malgré que j'ai fait une vidéo sur le sujet, je continue toujours à recevoir des demandes, voire même des sommations à m'exprimer sur ce qui se passe à Gaza. Pourtant j'ai dit ce que je pensais et je n'ai rien pensé de plus depuis la dernière fois. Malgré tout, ces demandes me rappellent que le monde arabo-musulman vit aujourd'hui dans une époque d'inquisition. Ça me rappelle la mort du papa Hill en Corée du Nord, où les gens devaient sortir pleurer dans la rue, devaient faire un acte de pleurniche dans la rue devant tout le monde pour montrer leur participation à l'hystérie collective. Parce que vous savez, dans une dictature normale, quand le dictateur est mort, tu peux toujours rigoler chez toi, personne ne viendra t'en vouloir, juste ne va pas rigoler dehors. Mais là, dans une société d'inquisition, tu dois venir te joindre à l'hystérie. Ce qu'on me demande, parce que je vais vous dire clairement, ce qu'on me demande, quand on me dit viens t'exprimer sur Gaza, on ne me demande pas réellement de m'exprimer, de dire ce que je pense, ou d'essayer de partager avec vous ce qui se passe en moi, comme doute, question, interrogation. Ce n'est pas cela qu'on me demande du tout. On me fournit un discours et je suis sommé de venir publiquement y souscrire, ce que je ne fais pas. Et donc déjà je passe pour le diable en personne. Mais bon, c'est normal, les sociétés inquisitrices sont généralement mues par des agitateurs, non pas par des penseurs. Elles sont mues par des agitateurs qui transforment le soupçon en réalité. Tu soupçonnes et après on va construire un case contre toi alors que toi tu n'as rien dit du tout. Ça signifie que même le droit au silence tu ne l'as plus. Voilà, dans la société d'inquisition, le silence n'est pas d'or parce qu'en fait tu dois parler et parler pour dire une seule chose, pour dire une vérité quant à fournir. Alors bon, puisque vous me demandez de parler, ben je vais parler. Je vais parler, c'est très difficile de parler parce que j'ai envie de dire des mots malgré tout, parce que vous savez, je vous apprécie sur le côté humain quand même. Donc j'ai envie de dire des mots qui arrivent dans votre tête. Je sais que je me heurte à un mur d'hystérie. Vous savez, l'hystérique ne réfléchit pas. Et c'est très difficile de le raisonner. En fait, ce qui se passe, on a la situation à Gaza. On a Gaza, d'accord? Et en fait, les gens de Gaza sont gérés par qui? Ils sont gérés par une organisation islamiste terroriste qu'on appelle le Hamas. Je sais déjà que j'en ai trop dit à ce stade-là. Alors si vous soutenez vraiment les Palestiniens, si la mort d'un arabo-musulman vous intéresse vraiment, il va falloir réfléchir au rôle du Hamas dans ce qui est en train de se passer. Je vous donne juste un exemple très simple. Quand il y avait des bombardements, parce que vous savez, j'ai toujours les deux sites ouverts. J'ai le site du Hamas ouvert sur un navigateur, j'ai le site de l'IDF ouvert en même temps, et je regarde les deux. Je regarde ce que disent le Hamas, ce que disent les Israéliens. Donc je m'informe chez les deux, je vais essayer de comprendre ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Alors, j'ai dit, j'essaye de comprendre, parce que moi je suis loin, vous comprenez, je ne vis pas là-bas. Donc je suis loin, et j'essaie juste de raisonner sur les éléments qui sont mis à ma disposition. Sachant que les deux parties peuvent m'intoxiquer, tout à fait, peuvent me balancer des informations qui sont fausses. Alors, ce qui se passe, c'est que je vois des cris au génocide, je vois des photos d'enfants morts et tout ça. Et puis, à un moment donné, il y a l'Égypte qui appelle à cesser le feu. Et moi, je comprends. Si par exemple, je te dis, nous sommes ici garés dans ce parking, et puis on n'a que des femmes et des enfants, et puis qu'on n'est pas capable de se défendre, et puis il y a un ennemi qui est en train de nous bombarder de l'autre côté, je veux dire, si l'ennemi soudain dit, écoutez, j'accepte un cessez-le-feu, normalement, si tu es dans une situation que tu appelles de génocide, j'ai jamais vu un peuple génocidé qui dit, je n'accepte pas le cessez-le-feu. D'accord? Parce que génocide signifie déjà un rapport de force complètement défavorable. Mais le cessez-le-feu a été refusé par le Hamas qui ont publié, ils ne vaut même pas le papier sur lequel il est écrit. Et ils ont continué à lancer des roquettes pour obtenir une réponse israélienne. Alors, vous savez, je vous dirais entre nous, ça c'est perso, hein, ça sont crochets, ça n'a rien à voir. J'aurais aimé, même s'ils avaient refusé le cessez-le-feu, j'aurais aimé qu'ils le refusent avec des mots qui soient plus respectueux pour la situation.
pour ce qui se passe. Tu comprends? J'imagine que si tu dois refuser, j'essaye de rentrer dans leur logique. Si tu dois refuser un cessez-le-feu dans une situation où ton peuple est en train de mourir, j'imagine que ça doit te causer une sorte de combat intérieur, ça doit te causer un cas de conscience, hein, problème d'honneur, comme on dit. Mais il faudrait que cela se traduise dans tes propos quand tu dis je refuse de cesser le feu. Or, le refuser avec une telle légèreté était pour moi insultant pour ce qui se passait sur le terrain. Donc j'ai été creuser un peu plus et je vois que ceux qui refusent le cessez-le-feu ne sont pas à Gaza. Mais en fait, ceux qui le refusent, les cadres du Hamas, comme ce Mash'al, il vit au Qatar. Il vit dans une chambre d'hôtel 5 étoiles au Qatar et il suit avec intérêt, comme on dit dans les communiqués de la AFP, il suit avec intérêt l'évolution de la situation sur le terrain. Il la suit sur un grand écran qui, dès que les journalistes sortent de la chambre, doit tourner sur d'autres chaînes. Bon, ce que je dis, c'est que toute cette situation est complètement ahurissante. Et les gens qui appellent à cette hystérie n'ont rien fait pour les Palestiniens, en fait. Ils n'ont rien fait. Parce que si vous regardez les pays arabo-musulmans, ils ont fait quoi pour les Palestiniens? Ils n'ont strictement rien fait du tout. Mis à part gueuler dans les journaux, ils n'ont rien fait. Les seuls qui ont aidé les Palestiniens sont qui? Sont l'Iran, sont les chiites. Alors que, en fait, les chiites doivent avoir un très grand cœur d'aider les Palestiniens parce que, franchement, ils sont pas de la même, on va dire, du même courant religieux, et la différence entre chiisme et sunnisme est telle que franchement voir un chiite aider un sunnite, c'est que franchement il doit avoir un très grand cœur. Alors je vais essayer de vous parler un petit peu de géostratégie, pour vous parler un petit peu du rôle de cette hystérie, ce qu'elle a fait. Vous savez que Monsieur Bush, le papa Bush, a fait une grave erreur en faisant tomber comment il s'appelle, en faisant tomber Saddam. C'est pas le papa Bush, c'est le fils Bush qui l'a fait. Il a fait tomber Saddam. Saddam est un sunnite. Saddam est un sunnite qui règne sur un pays chiite. D'accord? Il règne sur un pays chiite. L'Irak est un pays chiite. La population est chiite majoritairement. Sauf qu'il y avait une minorité sunnite qui gérait le pays. L'Iran est un pays chiite. Donc déjà là, on voit que sur ce pays, on a un arc chiite. Sauf que les chiites d'Irak sont brimés et écrasés par le sunnite Saddam. Alors, Bush, qu'est-ce qu'il fait? Bush, par grande connerie, il fait sauter Saddam. Il fait tomber Saddam. Alors, en faisant tomber Saddam, et puis il essaie de créer une sorte de diversion semi-démocratique, et boum, qu'est-ce qui arrive au pouvoir? Des chiites. Donc là, on va se retrouver avec l'Iran, on se retrouve avec l'Irak à côté, qui est quoi? Qui est une sorte d'Iran 2. Parce qu'à un moment donné, l'Irak qui commence à se mettre debout et on a un Irak chiite avec à la tête un gouvernement chiite. Donc on a deux pays chiites côte à côte. Donc ça commence à former un bloc. Après, on a la Syrie à côté. La Syrie, multiconfessionnelle, il y a beaucoup de chiites en Syrie et le pouvoir syrien est chiite. Assad est un alawite. Alawite, c'est celui qui se définit par rapport à Ali, qui respecte donc Ali, c'est une sorte de chiisme si vous voulez. Et donc, on commence à avoir un arc chiite. D'accord? Et les chiites étaient les seuls qui aidaient les Palestiniens. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ces mêmes hystériques qui sont en train d'hurler aujourd'hui. Je réfléchis à votre place, vous savez. Pourquoi je réfléchis à votre place? Parce que vous ne le faites pas. Vous êtes dans l'hystérie, donc j'essaye de réfléchir à votre place. Donc ce qui se passe, mais cette réflexion, c'est vous qui aurez dû la tenir. Hein, ce n'est pas mon combat, moi. C'est vous qui aurez dû la tenir. Donc, à un moment donné, cette fondation d'un arc chiite, effectivement, commence à gêner. Hein, sur le plan géostratégique, j'imagine que les Israéliens n'étaient pas trop contents, ni les Américains, ni les Européens n'étaient pas très contents de voir un arc chiite en train de se former et de se consolider. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont demandé à la nation arabo-musulmane d'envoyer des volontaires faire tomber le régime syrien, donc pour enlever un domino chiite.
Après, ça a tellement bien réussi qu'ils leur ont dit, ben, allez aussi faire la même chose en Irak. Donc l'Irak est coupé en deux aujourd'hui, et puis ils sont en train d'affaiblir l'Irak. À force de s'attaquer aux chiites, comme ils ont menacé clairement les chiites, ils ont été même massacrés des chiites, des villages chiites, et détruire des symboles auxquels les chiites tiennent absolument. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les chiites d'Irak, d'Iran et de Syrie ont été obligés de réorienter leurs forces, non plus vers l'aide des Palestiniens, mais ils ont été obligés de les rerouter pour défendre les leurs, parce que les leurs sont en train de mourir à ce moment-là. Ils sont obligés, c'est dans le livre de l'art de la guerre de Chen Tzu, c'est très intéressant. Vous savez, dans le livre de l'art de la guerre, il y a la chose suivante. Le gars, il te donne un exemple où tu as 3 villes qui se font la guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on a deux s'il y a une ville qui soutient l'autre alors qu'ils n'ont pas de, comment dire, ils n'ont pas vraiment de raison de le faire, mais ils sont juste ligués contre toi, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Si tu arrives à attaquer un allié faible de cette ville-là, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Cette ville sera obligée de réorienter ses choix stratégiques et elle sera obligée d'aller soutenir son allié naturel que soutenir son allié vers lequel elle n'avait pas vraiment de tendance naturelle. Alors, bon, la phrase est un petit peu compliquée, mais je pense que vous avez compris. Ce qui se passe, c'est que ça a obligé, si vous voulez, les chiites à vouloir défendre plus les leurs que d'aller s'occuper des sunnites dans la bande de Gaza. Ouais. Voilà. Donc, quelque part, dans votre hystérie, vous tirez des balles au pied, vous envoyez vos propres enfants mourir pour assassiner les enfants dans la nation musulmane, vous causez des centaines de milliers de morts, vous détruisez des pays entiers, et puis maintenant que vous voyez que le monde arabe ou le monde musulman est en train d'aller à genoux à cause de vous, eh ben vous venez gueuler et dire il faut soutenir Gaza et tout ça, pour 500 morts. Hein. J'aimerais bien vivre dans votre monde, j'aimerais bien vivre dans un monde où le bilan est de 500 morts. Parce que mon bilan à moi, il est de 200 000 et 500 morts, figurez-vous. Les 200 premiers 1000 morts causés par vous, causés par vos enfants, que les autorités de divers pays en Europe et ailleurs n'arrivent même pas à arrêter. Tellement cette tuerie a eu de succès qu'on a tous les jours des gens qui partent de France et de Navarre pour aller participer à la tuerie d'autres arabo-musulmans. Tellement ça a eu du succès. D'accord? Et ça ne vous pose pas de problème, ça. Par contre, ça vous pose de problème quand, grâce ou à cause de votre faiblesse, d'autres vous marchent dessus. Là, tout à coup, ça vous pose problème. Enfin, vous avez compris. Puis il y a aussi, quand j'ai écouté les slogans qui étaient gueulés dans vos manifs, vous savez, je n'ai pas senti, bien sûr, je ne m'attendais pas à sentir que vous êtes contre les violations des droits de l'homme en général, ou contre les tueries, ou contre le génocide, ou contre les massacres, ou contre les morts d'enfants. Non, je n'ai pas senti ça. Vous êtes juste désespéré que ce ne soit pas vous qui êtes capable de le faire. Comme par exemple, j'ai vu des appels au meurtre, des appels au viol, des appels au génocide. Alors effectivement, vous ne pouvez pas vouloir la mort ou le génocide de l'autre, et en même temps espérer être, espérer représenter le camp du bien, en quelque sorte. D'accord? C'est pas un discours auquel j'adhère, c'est un discours complètement hypocrite. Enfin, il y a énormément d'hypocrites dans ce domaine-là, il y a énormément d'idiots utiles, mais ce que j'ai vu à Paris, par exemple, ce n'était pas une manifestation pro-palestinienne. Moi, j'ai vu une manifestation pro-islamiste, où les mêmes types d'obédience islamiste, comme le Hamas, qui n'hésitent pas à utiliser des gens là-bas comme bouclier humain, qui n'hésitent pas à utiliser comme l'ONU a trouvé, à mettre des missiles les cachés dans des écoles, qui n'hésitent pas, la même obédience, qui n'hésite pas en Syrie, en Irak, à massacrer des musulmans par camions entiers, y compris des enfants, qui n'ont aucun problème avec ça. Et j'ai vu en France juste l'islamisme qui impose encore son empreinte. De toute façon, ce pays, la France, je ne suis même pas sûr s'il en parlera dans ses comptes encore. C'est à la vitesse à laquelle ça va. Enfin, voilà, c'est un petit peu ce qui se passe dans ma tête par rapport à ça. Ce qui se passe. Et je reviendrai vous en parler une autre fois. Bye.